cette attention portée à la forêt et aussi finalement de cette attention à ce qui porte de la forêt. Parce que souvent les gens pensent que ça c'est une forêt. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous se seraient laissés avoir. Oui. Alors la forêt c'est ça. Et c'est pas un paradoxe. Ce que vous voyez en fait, et vous appelez vous une forêt, ce sont les capteurs de lumière, mais l'essentiel du métabolisme de l'écosystème forestier se trouve sous terre. Et d'ailleurs, l'essentiel de sa vie aussi. Le sol est plein de vie, alors ça c'est général, pas les sols forestiers, mais des fois les sols forestiers en particulier le sont, et ils sont pleins de vie qui sont essentiellement des vies microbiennes. Les premiers microbes qu'on a parmi ceux du sol, c'est évidemment les champignons. On va dire, microbes, c'est pas qu'il a lu, les champignons, je les vois bien la lune, oui. Vous voyez au moment où ils se reproduisent, ils vous produisent des spores, des toutes petites cellules qui vont être dispersées par le vent, et ces petites cellules, quand elles tombent par terre et dans les conditions favorables, elles germent un filament qui fait 10 millièmes de millimètre. Et c'est ces filaments qui vont grandir dans le sol, tout ça est accéléré bien sûr, grandir, se ramifier de ramifications qui d'ailleurs finissent par se re-solidariser entre elles et former des réseaux. Un réseau qu'on appelle le mycélium. Et ce réseau microscopique dans toutes ses parties, même s'il peut être très grand, on le reverra, c'est le champignon jaune. Et très souvent, du coup, le champignon n'est pas visible, parce qu'on ne voit pas les filaments. Et par contre, souvent le sol sent, et ça nous rappelle que si on était plus vigilant au message olfactif, on aurait du vivant une connaissance un peu plus subtile. De même que quand vous épluchez les champignons, il se produit, lorsque les filaments du champignon sont cassés, il se produit de l'octénol qui donne l'odeur de champignon. Il y a certains sols, et notamment les sols forestiers de nos régions, et je reviendrai là-dessus, c'est vrai surtout dans nos régions, sentent le champignon, parce que c'est un champignon, mais si vous ne voyez pas. Bon. Alors, vous pouvez voir par contre aussi les feuilles mortes, parce que des fois, les filaments sont assez nombreux pour être visibles à l'œil nu, mais rappelez-vous que chacun d'entre eux est microscopique. Et flairez-moi ça, vous verrez, ça sent le champignon. Et après, vous pourrez flairer quelques autres feuilles autour qui sont pas blanches, vous verrez, ça sent le champignon. Alors, dans les microbes du sol, il y a des microbes qui sont 10 fois plus petits que les champignons. C'est des microbes avec différentes échelles de pas visibles. Vraiment petits, ce sont les bactéries du sol, faites de cellules qui font 1 millième de millimètre. Donc là, c'est 10 fois plus petit, c'est encore moins visible. Bon, des fois, ça fait des courts chapelets ou des tas, mais de toute façon, c'est pas plus visible. Par contre, les bactéries en chapelet, qu'on appelle les actinobactéries, alors vous les connaissez d'ailleurs parce qu'elles nous donnent certains antibiotiques comme la streptomycine ou l'actinomycine. Donc, l'actinomycine, si vous avez eu des boutons rebelles à l'adolescence, vous y êtes passé. Mais au-delà de ça, elles nous sont connues parce qu'elles émettent une molécule dont on ne sait pas très bien pourquoi elles la fabriquent, mais qui par contre est l'odeur de terre. L'odeur de terre, c'est l'odeur de bactéries. Et ça, c'est important parce que pour le coup, vous réalisez encore l'importance de flairer le monde et pas simplement de le regarder, mais au-delà de ça, vous réalisez que d'un point de vue olfactif, c'est évident que le sol est microbien, puisque l'odeur de terre, c'est l'odeur de bactéries. Voilà. Alors il y a aussi des choses qui ne sentent pas, désolé, mais qui sont importantes dans le sol, ce sont les amibes, qui sont des grosses cellules, allez, 10 à 100 millièmes de millimètres, qui se déforment à la fois pour se déplacer et pour englober des proies, pour les avaler, un peu comme nos globules blancs avalent des bactéries pathogènes. Et alors vous avez des bactéries qui donnent des chaînes, vous voyez. Et en fait, ces amibes-là, il y a un truc amusant, c'est que vous les connaissez bien sous le nom de globes, parce que vous connaissez les formes géantes. Mais vous les connaissez le fait que la plupart du temps, elles sont beaucoup plus petites et beaucoup plus ubiquistes, beaucoup plus partout. Je ne sais pas si vous avez de la terre sous vos chaussures. Ah ben voilà, bon, je peux vous retirer vos chaussures pour montrer aux gens. Eh bien, je vous présente, je peux faire passer si vous voulez, je vous présente plusieurs milliers d'amis qui sont venus écouter cette conférence. Merci à vous, ces amis. Et ça, c'est amusant parce que souvent, en fait, on est très macro-centré, on ne voit pas les petites choses, et donc on pense que les globes, c'est toujours géant. Bah non, il y a des petits globes. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre de vivant dans le sol, en dehors des microbes? Alors, c'est des microbes. Alors, des animaux, mais vous n'avez pas pensé à un truc évident, un autre groupe, ni animal, ni microbien.
Alors oui, alors il y a des virus, mais ça je vous raconterai rien dessus parce qu'on le sait, rien, des virus du sol, encore. Pratiquement rien. Dommage parce qu'il doit y avoir beaucoup de choses à dire. Bah, voilà, on ne sait pas. De l'eau. De vivant. C'est une question très difficile, hein. Vous allez voir, quand vous allez avoir la réponse, vous allez voir. Racine. Non. Ok, alors il y a aussi des animaux. Ok, c'est sûr. Alors, je vous en montrer quelques-uns. Les colomboles, 3 paires de pattes mais pas d'ailes. On est très proche des insectes. Les pseudoscorpions, ça a l'avant d'un scorpion, mais bon, ça a le cul collu, c'est pas vraiment un scorpion. C'est proche des araignées. Les nématodes sont des animaux vermiformes qui ont la taille de filaments champignons. Ils sont presque microbiens. Un acarien ici, un mille-pattes. Alors, acarien, mille-pattes, pseudoscorpion, on est proche des araignées. Un ver de terre, eh oui, voilà, qui ne vit que d'ailleurs sous terre. Un coléoptère, donc un insecte. Il y a pas mal d'animaux, il y a un quart des espèces animales connues qui vivent sous terre. Un quart. Mais en fait, c'est pire que ça. Dans le sol, il y a surtout beaucoup de microbes. Et il y en a des quantités effrayantes, puisqu'un gramme de sol, vous voyez, c'est plusieurs milliers d'espèces de bactéries, 1 million d'espèces de champignons, des centaines d'espèces d'animaux. En fait, pour eux, c'est comme Paris et Grand Paris pour vous. Donc il y a la place d'en mettre beaucoup, et non seulement beaucoup d'individus, mais plus encore beaucoup d'espèces. Bien. Alors, toujours rien sur les virus, hein, désolé, mais là, on n'a pas de chiffre, donc tant pis. Hein. Maintenant, prenons un hectare de région. Alors, c'est un chiffre moyen, bien sûr, mais vous avez 5 tonnes de microbes, 5 tonnes de racines et seulement 1,5 tonne d'animaux. Vous comprenez pourquoi je m'obstinais à vous faire trouver le reste avant. C'est que sous prétexte que ça bouge et que c'est gros, ça attire notre attention. Faites attention. Rien qu'à l'odeur, ça se sent bien que le sol n'est pas animal quand il est vivant. En tout cas, pas que l'animal. Bon, en tout cas, ça fait 150 à 250 moutons, selon la taille de vos moutons à l'hectare. C'est beaucoup. Et en fait, c'est même très beaucoup. Alors, selon les estimations pour tous les groupes d'espèces vivantes, pas seulement les animaux, on est entre 25 et 60% des espèces vivantes sur Terre qui vivent sous Terre. C'est énorme. C'est le lieu de biodiversité. En France, pays de 200 espèces de mammifères, 600 espèces d'oiseaux, 6 000 espèces de plantes, 40 000 espèces d'insectes, 115 000 espèces de bactéries dans le sol. C'est vraiment là que ça se passe. Hein. En fait, c'est là que se trouve entre la moitié et 3/4 de la masse vivante. Et ce chiffre-là est plutôt celui pour les forêts tempérées. Et puis, comme il y a toute la matière morte, bah, si vous regardez le total de la matière organique, morte ou vive, les animaux, les plantes, les microbes vivants et morts, et bien en fait, c'est bien ça. Cette matière carbonée, vivante ou issue du vivant lorsqu'il meurt, elle est à 60 à 90% dans le sol. C'est énorme. Alors, ça, c'est le portrait des individus. Les organismes qui sont présents, mais c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est et alors, qu'est-ce que ça fait? Parce que tant que vous présentez la biodiversité comme je viens de la présenter, les gens ils disent c'est joli. Et maintenant, je vais vous bétonner tout ça parce que ça fait des tâches. Présenter la biodiversité comme une liste, c'est s'exposer à une grande incompréhension. On s'en fout de la liste. Ce qui compte, c'est ce que représente pour nos vies et notre environnement l'activité des organismes constituant cette liste. Ce qu'on appelle la biodiversité fonctionnelle. Et bien, un premier truc que fait la vie des sols, c'est le sol. Et je vais vous montrer ces activités, notamment en vous parlant de la décomposition, le fait que tout ce qui tombe à terre est lentement décomposé au sens où ça disparaît. Alors si ça disparaît vite, dans une pelouse ou dans un gros système, en forêt, bon, dans cette hêtraie de 150 ans, là, il y a 3 ou 4 ans de feuilles. Et puis, oui, le bois met du temps à disparaître. Mais il finit par disparaître. Alors d'ailleurs, pour le bois, la destruction de la partie dure du bois, qu'on appelle la lignine, c'est un truc que ne font que les champignons. Il n'y a qu'eux qui sont capables de faire ça. D'ailleurs, il y a aussi un truc qui est brun là dans les feuilles, qui est le reste carbonisé, caramélisé des cellules, qui a bruni sous le soleil. Et cette chose-là, il n'y a aussi que les champignons qui le digèrent. Vous voyez que sans champignons, il y a 2 choses vraiment importantes de la masse qui tombe par terre, je dis surtout végétale, les restes de cellules et le composé qui inture les nervures et le bois, qui ne seraient pas décomposés. Alors qu'est-ce que ça veut dire décomposition? Un champignon qui mange, il va faire disparaître évidemment les choses qu'il mange, lentement elles disparaissent, mais en réalité il fait la même chose que vous. Il s'en sert pour grandir, peut-être plus que vous d'ailleurs, parce que vous grandissez que du renouvellement de la peau ou de l'accroissement de la longueur des cheveux. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Et donc c'est pas enregistré, si? Si. Il faut que je parle dans le micro pour ça? Oui.
Et le micro, il ne peut plus parler. Ouais, donc, il fait comme vous, le champignon, il va grandir et respirer. Respirer, c'est-à-dire détruire par l'oxygène qu'il a mangé pour en extraire de l'énergie, et ça libère du CO2, bien sûr, mais pas que. Si la molécule contenait de l'azote, ou du phosphate, ou du soufre, pouf, tout ça est rejeté. C'est ce que vous faites par le biais de l'urine. Et c'est ce que font tous les organismes du sol, champignons et autres d'ailleurs. Même les acariens du sol font pipi, les bactéries font pipi. Et tout ça, ça donne de l'azote et du phosphate qui est réutilisable par les plantes. D'ailleurs, entre parenthèses, le CO2 aussi. Au total, la décomposition, c'est plus que la décomposition. C'est le recyclage de formes utilisables par les plantes de certains éléments comme le carbone, l'azote, le phosphate, le soufre, qui se trouvent piégés dans la matière morte. C'est la promesse de regain, c'est de la fertilité. Alors, je vous montre ici l'image de ces pigments bruns. Vous voyez, vous avez une cellule morte dont tout le contenu a fait une espèce de caramel. Et ce sont des champignons qui sont capables, en grandissant, de détruire les parois des cellules mortes et d'aller chercher, d'aller remobiliser les pigments bruns des feuilles mortes. Et ça, c'est vraiment un truc forestier, parce que c'est vrai que dans l'écosystème agricole, les feuilles sont un peu moins brutes, je ne rentre pas dans les détails, elles n'ont pas tellement le temps de brunir. Mais voilà, ces pigments bruns, c'est vraiment important, parce que comme c'est des restes il y a plein d'azote, plein de phosphate, plein de soufre, plein de bonnes choses, surtout quand elles seront libérées pour les plantes. Et voilà comment c'est la fertilité. Alors, vous allez me dire, oui, mais les animaux aussi, ils font pipi. Alors, c'est vrai. Mais vous savez, les animaux, qu'est-ce qu'ils mangent quand ils mangent de la matière morte dans le sol? Ça, c'est un truc méconnu. Qu'est-ce qu'ils mangent? Alors, petite observation. Je donne différents types de feuilles à différents types d'animaux du sol. Des cloportes, des escargots, des mivates. Ça va? Et je récolte leur crotte. Vous voyez que la crotte dépend de l'animal, à sa forme, mais quant à cette couleur, elle ressemble fâcheusement à la feuille broyée, et il y a notamment tous les fameux pigments bruns. Ça mange quoi les animaux du sol quand ça mange de la matière morte? Ben, en fait, ça digère les microbes qu'il y a dessus. Et ne vous leurrez pas, le rôle des animaux, c'est certes de faire pipi et de recycler, mais pas vraiment d'attaquer la matière morte. Ils sont des consommateurs des microbes qui consomment la matière morte, en moyenne. Ok? Donc ça nous rappelle bien que la cheville opératrice, ce sont les microbes, c'est eux qui ont accès aux déchets. Et puis après, il y a ceux qui les mangent. Et pour manger les microbes, bah, le mieux c'est de manger les choses qui sont en train de dévorer. Donc de la matière morte, même si vous ne les digérez pas, elle. Bien. Et puis au passage, c'est très dangereux d'introduire des espèces exotiques. Parce qu'elles contiennent des molécules pour se défendre, et que bah, les organismes, micro-organismes et animaux des sols de la région d'introduction, ils ne sont pas forcément adaptés. Et il y a un sous-bois végétalisé sous les forêts d'eucalyptus en Australie. J'ai même traîné des journées entières avec le Stéphane de France. Il y a des dizaines d'espèces. Chez nous, sous les eucalyptus, la matière s'accumule non décomposée, toxique à la fois pour les plantes de sous-bois, pour la fertilité du sol, et pour les microbes du sol en fait, ce qui fait que le sol soit infertile. Je vous emmène en Amérique du Sud, où on a eu la bonne idée d'introduire des pins. Vous avez dans le Cerrado, qui est une merveille de biodiversité, des hectares maintenant, il y a ça. Donc ça, c'est des pins qui poussent tout seuls. Après, on fait des cloisonnements en foresterie pour les dégager. Et vous voyez que la croissance n'est pas terrible derrière des pins. Et là, il y a 50 cm d'équilibre. 50 cm. Donc les plantes exotiques, il faut se calmer. Ce n'est pas la meilleure solution, en tout cas c'est la solution adaptée à valoriser l'écosystème local, et en particulier l'écosystème du sol qui fait la fertilité. Bon, alors maintenant je vais être plus rapide, mais parce que l'autonomie c'est le gros morceau. Vous voyez que c'est ce qui fait que le sol est foncé, mais ça finit par se décomposer et donner de la fertilité. Et figurez-vous que les petits morceaux de pierre qui sont dans le sol se décomposent aussi. Regardez, je fais tremper dans l'eau pendant 6 mois un cristal d'apatite, qui est un cristal riche en phosphore. Bon, au bout de 6 mois, c'est un tout petit sou de rien, quoi. Il est à peu près intact. C'est très lent la distribution des roches dans le sol. Sinon, nos maisons fondraient sur la pluie. Les roches sont stables. Bon, avant de le laisser s'ennuyer pendant 6 mois, je mets quelques gouttes de jus de sol, donc des milliers de microbes, et là, qu'est-ce que je vois? La surface est taraudée de troncs, dans la même durée. Pourquoi? Parce qu'à côté de la dissolution chimique des roches, qui d'ailleurs libère des tas de choses fertiles, il y a des microbes qui font des pellicules sur les roches et qui les détruisent activement en retenant l'eau et en émettant de l'acide. Et le bilan, c'est qu'ils émettent plein de ces substances, ils se servent au passage, alors avec des fuites dans
Et ils augmentent d'un facteur 100 la vitesse à laquelle sont relargués les éléments des roches, c'est-à-dire la fertilité. Donc vous voyez qu'il en va des roches, comme de la matière organique, aux mains de la vie du sol, en particulier des microbes, ça devient la fertilité. C'est ce dans quoi nous vont aller. Ce ne rien d'écran. Mais c'est pas tout. Dans votre sol rentre aussi, parmi les trous, de l'eau et des gaz, et ces gaz, figurez-vous, sont utilisés aussi. Alors, on a déjà parlé. On a déjà dit que l'oxygène qui rentre permet la respiration, hein, on va faire respirer les champignons, des choses comme ça, et cette respiration, qu'est-ce qu'elle produit? Du CO2 qui ressort. Et qui est quelque part un engrais pour les plantes aussi. Mais l'air qui entre dans le sol amène un élément qui est très important pour le système sol-plante et qui ne peut pas provenir des roches parce que cet élément-là, cette forme d'atome-là, n'existe pas dans les roches. Vous voyez à quoi je pense? Oui, c'est l'azote. Ah mais si, il y a un petit enchaînement un peu plus rapide que d'habitude. Bon. Et ben voilà, vous avez trouvé l'azote, c'est bien, vous avez vu, pour parler. Donc l'azote, en fait, il y en a dans le sol, ça passe dans les plantes, quand elles se décomposent, ça arrive à de l'azote, mais d'où est-ce qu'il est venu au départ? Il n'a pas pu venir des roches. Et il y a notamment des plantes qui sont bien connues pour fixer l'azote, c'est-à-dire qu'elles en contiennent plus que l'on contient le sol sur lequel elles ont poussé, comme ce superbe petit Lathyrus sylvestris, qui, j'ai pris l'exemple forestier. Il n'y a pas beaucoup de plantes comme ça en forêt. Parce que les sols sont un peu acides, ça ne facilite pas l'histoire que je vais raconter, mais il y en a quand même en forêt, et s'il y a de l'azote en forêt, c'est qu'à un moment il y a eu ça. Alors regardez plutôt. Sur les racines de ces plantes, il y a des petits renflements qui abritent des bactéries qu'on appelle des rhizodiums. Ces bactéries sont nourries en sucre par la plante, hein, elles sont prisonnières de toute façon, donc il faut les nourrir. Et elles sont capables de convertir l'azote gazeux qui rentre dans le sol en acide aminé. Donc ces bactéries gardent une partie, elles donnent une partie à la plante en échange du sucre. Et donc ces plantes sont très riches. C'est vos protéagineux, hein. C'est ces plantes qu'on peut manger nous comme source d'azote, lentilles, pois, ou qu'on donne au bétail pour manger. Et alors, il y a aussi quelques bactéries du sol qui sont capables toutes seules de faire ça. Sauf qu'elles doivent aussi trouver du sucre, aussi trouver du carbone. Donc comme elles sont au four au moulin, elles sont beaucoup moins efficaces. Et il y a aussi des bactéries capables de faire ça toutes seules dans le sol, et pour des raisons biologiques complexes que je ne vais pas vous raconter, en fait c'est possible que dans le sol techniquement. En fait, il faut de l'oxygène mais pas trop. En surface, c'est pas possible. Dans le sol, c'est jouable. Bref, tout ça finit par crever. Et légumineuses ou bactéries, tout ça se décompose et ça ne donne pas l'azote gazeux. Ça donne de la nitrate, de l'ammonium, ça donne de la fertilité. Alors je suis désolé, l'histoire est un peu plus longue, mais vous voyez qu'il y a un composant gazeux du sol qui va être traité par le vent et donner de la fertilité, c'est la même histoire. Le sol, c'est l'histoire de la lente transformation par la vie de tous ces constituants gazeux, rocheux et matière organique qui petit à petit donnent de la fertilité. Et ça, c'est comme ça que les plantes poussent. Bon. Alors ensuite, une deuxième chose importante, c'est que quand on a fait cette fertilité, il faut mélanger. Pourquoi? Eh bien parce que l'eau de pluie passe dans le sol et elle a tendance à s'évacuer par le fond. Et elle emmène avec elle toute cette fertilité qu'on a fabriquée. Donc si vous ne mélangez pas, rapidement la fertilité va se retrouver un peu loin des racines, un peu entraînée en profondeur, d'accord? Donc il faut touiller. Alors qui est-ce qui touille? Les vers de terre, les insectes, les animaux. Alors vous avez tout à fait raison, hein, c'est une bonne réponse. Là, c'est des vers de terre dans un terrarium avec des couches claires et sombres. Bon, la première façon dont les animaux, tous, vers de terre compris, mélangent, c'est qu'ils font des trous, ils fouillent, et donc ils dégagent de la terre en surface, c'est une taupe. Hein, donc, leur déplacement dans le sol est un mélange. Mais les vers de terre, vous avez eu raison d'y penser, parce que, outre cette façon de mélanger qui est commune à toutes les espèces animales, ils ont une deuxième façon de mélanger qui vient de leur façon de se nourrir. Alors, que mangent les vers de terre? Alors, de la terre, oui, c'est vrai, mais enfin, ils mangent de la matière organique morte, d'accord? Et on pourrait se dire qu'ils la digèrent, mais en réalité, ils n'échappent pas à la règle que je vous ai dit, hein. Ils vont surtout dedans digérer les bactéries. En fait, s'ils mangent la matière organique, c'est un des endroits les plus simples où trouver en grande quantité des microbes. J'ai pas dit qu'ils n'allaient pas digérer un peu de cette matière organique. En fait, souvent, le plus facile à manger, déjà bouloté par les microbes. Hein. Donc, il reste que des trucs un peu imbouffables comme de la lignine, et ça, il y a que les champignons qui savent faire. Alors, si les champignons se sont développés, c'est encore mieux, parce qu'on va pouvoir les digérer. Donc, en fait, ils digèrent des microbes, bactéries surtout, et
Il faut donc bien broyer les petits morceaux pour être sûr d'extraire le jus de microbe. Comment on broie sans dents? On met du sable dans un gésier, il y a un gésier, même si on ne veut pas en faire de sable. On met effectivement des petits grains de sable dans le gésier, comme nous font les poules, et on broie avec des mouvements du gésier musculeux. Donc ils mangent des grains de sable, et quand ils broient les restes végétaux, ils relâchent en fait, malheureusement, toutes les toxines des végétaux. Vous savez, toutes ces molécules un peu toxiques, qui sont tellement toxiques que le végétal ne peut pas les récupérer pour les retransporter ailleurs quand il les laisse là dans les feuilles quand elles tombent. C'est trop toxique pour être transporté. Et ils libèrent ça en broyant finement. Ils font exactement comme un pharmacien qui essaie de bien broyer un échantillon de plante pour faire un médicament actif qui relargue bien tous ces principes actifs. Comment font les vers de terre pour survivre à ça? C'est simple. Ils mangent de l'argile, un peu comme vous quand vous êtes malade du tube digestif, vous prenez du smecta. C'est une argile. La smectite, et ça retient les toxines qui donc ne peuvent pas rentrer dans le ver de terre, elles sont retenues dans le tube digestif. Bon, arrive le moment où, ayant bouloté tout ça, le ver de terre doit. Eh bien oui, aller au chiottes. Alors, c'est en surface, parce que s'il fait caca dans le trou, évidemment il va boucher le trou. Et en surface, il libère ce qu'on appelle un turicule, puisque en science on ne va pas au chiottes, je ne sais pas, on fait des turicules. Tout de suite, ça permet de rendre la science plus sympathique. Et puis là, tiens, la petite tour. Alors, on voit tout de suite que c'est une petite tour. C'est pas facile de faire de la dilatation. Parce qu'en fait, la moitié de la salle s'en fout de savoir que c'est un turicule et l'autre attend le turicule. Qui n'explique rien. Donc, je lui dis une merde. Alors. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je continue. La première chose, c'est que vous voyez qu'il y a de la matière organique pas digérée. Mais si vous écrasez entre les doigts, vous verrez que c'est gluant, au moins dans ces fraises, c'est gluant et mou et malléable comme de l'argile. Et puis, si vous écrasez bien, vous sentirez les grains de sable. Vous pouvez aussi mélanger dans un verre d'eau en touillant et vous verrez au fond du verre d'eau, il y a des grains de sable. Donc ça, c'est un mélange de matière organique et de matière minérale, c'est du mélange. Puis deuxièmement, comme c'est posé dessus, eh bien, ça enfouit tout ce qui vient d'arriver. La matière qui vient de tomber. Donc il y a deux enfouissements supplémentaires chez les vers de terre. Il y a la crotte, enfin deux mélanges supplémentaires, le mélange par enfouissement et la crotte est venue. Et vous n'avez pas tort. Au bout de quelques jours, la matière organique broyée dans un turicule âgé a permis la prolifération de bactéries qui ont facilement accès à cette matière broyée. Et une vieille crotte, c'est aussi une option pour les vers de terre. Parce que dans cette vieille crotte, il y a plein de bactéries, il y a des grains de sable, il y a des argiles, et il est vrai que de temps en temps, c'est pas un morceau de feuille morte qui mange, mais une vieille crotte. C'est quand même bien fait, ces animaux-là. Tout le monde ne fait pas des crottes qui, au bout de quelques jours, développent de l'alimentation. Enfin, si, d'une certaine façon, mais c'est moins direct. Si on fait pipi et caca dans les champs, ça va être les plantes à pousser, on peut les manger après. Mais c'est tellement direct que personne ne réalise que nous, on peut faire indirectement ce que font directement les vers de terre. En fait, vous faites pareil, sauf c'est un tout petit peu qui battent. Mais au fond, on est des vers de terre. Bon. Alors, en forêt, le problème, c'est que, pour des raisons diverses, il n'y a pas beaucoup de microbes. En fait, ça vient du fait que les forêts ne sont pas très fertiles. Et dans ces sols-là, qui sont souvent acides, les microbes se développent mal. Puis, en forêt, par exemple, il y a peu de microbes fixateurs d'azote. L'acidité, c'est pas bon. Et nous, on a laissé des forêts là où les sols n'étaient pas riches. Et dans ces sols pas riches, une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas riches, c'est qu'à cause de l'acidité, les microbes ont du mal à travailler, donc la matière organique est lentement décomposée, donc beaucoup d'azote et de phosphate est bloqué sous forme de feuilles mortes. Vous savez, en forêt, quand vous marchez, ça fait... Dans une pelouse, ça ne fait pas... Dans une prairie, ça ne fait pas... Vous avez, au contraire, des tas de merde de vers de terre s'il n'y a plus sous les chaussures. En fait, dans les écosystèmes forestiers, la décomposition est lente. Il y a peu de microbes qui se développent et on ne peut pas nourrir des gros vers. Alors voilà le format des vers de terre qu'on a dans les écosystèmes forestiers. Ça s'appelle des amphithrées, c'est pas des lombriques. Et c'est pas qu'on ne puisse pas avoir des forêts à lombriques, mais là où il y avait des lombriques,
les forêts avaient un sol tellement riche qu'on les a coupées pour faire de l'agriculture. Et il ne nous reste que les forêts sur sol pauvre, où la décomposition se fait mal, c'est ce qui fait qu'elles sont pauvres, ça veut dire que la vie microbienne est lente, ça veut dire qu'on ne peut pas nourrir des gros vers de terre parce qu'il n'y a pas beaucoup de microbes à manger, et donc on a des infiltrés qui montent et descendent, hein. Ils vont chercher des petits cailloux au fond et de l'argile, ils remontent, ils vont manger de la matière organique, ils chient en route. Vous avez des filaments de champignons qui donnent l'échelle, c'est les crottes, mais c'est pas du mélange de ouf, c'est du mélange. Hein. Mais en forêt, la capacité à mélanger est moindre. Et ça, c'est pas bon parce que du coup, la fertilité ne remonte pas bien. Et ça s'ajoute à plein d'autres causes qui font que dans la dynamique d'un sol forestier, entre une décomposition lente liée à l'acidité et un mauvais brassage, vous avez des sols pas très riches. Et c'est là qu'on a laissé la forêt, parce que partout ailleurs, on a mis des pâtures ou de l'agriculture. Ça va? Les forêts à Lambris, vous ne les connaissez pas, c'est des forêts d'érables. Facile, c'est peu ou prou le bois de Vincennes. Qui est une forêt qui a été gardée pour des raisons d'agrément et pas technique. Mais c'est des forêts bizarres qu'on connaît très peu. Parce qu'on les a pas. Okay. Qui mélange en dehors des animaux? Qui mélange en dehors des animaux? Oui, parce qu'on est dans une partie où on mélangeait le sol. Et donc on a vu que les animaux ils mélangent. Ok, plus ou moins, selon qu'on a plus ou moins. Et après, qui mélange? Les racines. Alors les agriculteurs c'est les animaux, donc, et les consommateurs aussi. Les agriculteurs de bêtes, ce que je veux dire par là, c'est on est des bêtes, donc on ne compte pas. D'accord. En revanche, les racines. En effet, la racine, c'est quelque chose. Je vous rappelle que le tiers de la masse de la plante est souterrain. Okay. Et ces racines, quand elles s'introduisent dans le sol, il faut du mucilage pour lubrifier l'entrée de la racine qui grandit par son extrémité, d'une part, et d'autre part, quand la racine est installée, elle bazarde des tonnes d'antibiotiques dans le sol, parce qu'il y a tellement de microbes que n'importe quoi pourrait la boulotter. D'ailleurs, c'est à ce point que si on vous enterre jusqu'au genou, en vous donnant toutes sortes de distractions, si on vous enterre dans le sol jusqu'au genou, vous mourrez de gangrène en 8-10 jours. Parce qu'il y a des clés qui peuvent bouger vos poils, votre peau, vos muscles, et il y en a même qui s'attaqueront à vos os quand ils seront dans le sol pour récupérer le phosphore. Vous y êtes? Alors à ce moment-là, ça fera plus mal. Le truc, c'est qu'en fait, c'est un prodige. Et d'ailleurs, la plante est parfois malade par ses racines. Mais c'est un prodige de ne pas tomber malade quand on est immobile dans le sol. C'est un truc qu'on réalise pas. Et ce prodige, il se fait en bazardant des antibiotiques et des substances qui attirent des microbes qui protègent la racine. Bon, du coup, les exudations de la racine, ça représente, selon les espèces de plantes, entre 10 et 40% de photosynthèse, qui finit injectée dans le sol, mais en profondeur. Et c'est pas tout. Quand les racines meurent, ce qui arrive à 100% des racines sur les plantes annuelles au cours de l'année, il y a 80% des racines quand même sur les plantes pérennes dans l'année, toutes les petites ne deviennent pas grandes, on ne pourrait pas faire des grosses racines avec toutes les racines, et bien le carbone reste là, enterré. Donc de sa vie à sa mort, la plante enterre du carbone à sa mort, ce qu'elle dépose par les racines mortes chaque année, c'est entre 1 et 5 fois autant que ce qui tombe de branches et de feuilles en surface. Ça dépend de l'espèce. Vous y êtes? Même à la perte des parties mortes de la plante, vous n'en voyez qu'une fraction quand vous avez des feuilles mortes par terre. Ça se passe surtout sur terre, la perte des parties mortes. Et là, c'est enfoui, c'est injecté en profondeur. Bien. Cependant, les racines exploitent des choses qui vont dans les feuilles, ces feuilles vivent et meurent, et quand elles meurent, pouf, ça retombe au sol. Alors évidemment, c'est moins fort qu'un ver de terre. Il y a quand même de la matière minérale qui est arrachée aux entrailles du sol et qui retombe en surface. Tout le monde conspire à touiller. Et tant mieux, parce que ça évite que l'eau emmène les choses en profondeur. Et qui d'autre touille? Alors, on n'a plus le droit aux animaux, je rappelle que l'agriculteur, comme le consommateur, est un animal. On n'a plus le droit aux végétaux. Qui d'autre déplace des choses dans le sol? Les champignons. La plupart des champignons sont faits de filaments microscopiques. Il y en a qui sont unicellulaires comme les levures, mais la plupart sont faits de filaments, qui pénètrent dans le sol en s'introduisant et en ramenant la matière qu'ils ont construite ou exploitée du sol ailleurs. C'est un déplacement. Et c'est pas une vue d'esprit de dire que les champignons déplacent des choses, parce que les plantes, figurez-vous, ils ont convoqué pour ça. Sur les racines des plantes, il y a des champignons. Et là, je vous montre une très belle association entre les plantes et les champignons. Et ça va nous permettre d'illustrer ce que je disais tout à l'heure sur la coopération, sur la force de coopération. Parce que là, vous allez voir, ça c'est absolument génial.
C'est ce qu'on appelle les mycorhizes. Alors, c'est là-dessus que travaillent mes équipes de recherche au Muséum d'histoire naturelle à l'Université de Gdańsk, en Pologne. Vous avez une interaction entre des filaments de champignons venus du sol et des racines, et vous avez une sorte d'organe mixte qui est un mélange de racines et de champignons. Alors, vous en avez qu'un comme ça, plusieurs dizaines de kiloctets, donc là je vous en ai mis une petite demi-heure. Alors là, celui-là, c'est un cyanococcobe, vous l'avez reconnu, je pense. Ça, c'est très important pour la protection contre la sécheresse. Parce que ces racines-là, elles sèchent vraiment en dernier. Ça, c'est une mycorhize de pin en Chine. Rien à voir avec la couleur, c'est juste que. Ouais, mais vous voyez qu'il y a une racine qui trace comme ça, il y a plein de ramifications latérales peuplées de champignons, c'est un champignon. Enfin, il y a aussi un champignon blanc qui fait quelques mycorhizes. C'est beau, hein. Sur les racines là, vous pouvez avoir plusieurs centaines d'espèces différentes. Et un petit détail, c'est que souvent ces mycorhizes, regardez, là je suis en train de fouiller dans les tiers du maîtrise, et qu'est-ce que je trouve dans la matière organique un peu fragmentée? Des mycorhizes. C'est pas beau? Dans la matière organique. Les mycorhizes, elles associent la plante à un champignon qui va chercher de la nourriture dans le sol pour elle. Azote, phosphate, potassium. Souvent la même chose que ce qu'elle aurait récolté elle, et en échange la plante de l'impulsion. Mais il y a eu, dans nos forêts, où en fait l'azote et le phosphore est bloqué dans les feuilles mortes. Un fibre est bloqué. Ils sont capables d'aller exploiter l'azote et le phosphore de la matière organique. Ils n'attendent pas que ce soit décomposé, minéralisé. Ils ont des enzymes qui leur permettent d'aller attaquer les feuilles. Alors ils ne les attaquent pas du tout en termes de carbone, hein. Ils ont besoin de la plante pour se nourrir en carbone. Ils ne trouveront jamais du sucre dans les feuilles mortes. Mais par contre, ils ont gardé de leurs ancêtres qui vivaient la capacité d'attaquer des feuilles mortes. Ce qui fait que les forêts chez nous, en fait, une partie de leur azote et de leur phosphore vient de feuilles mortes et de matière organique, directement, sans passer par la case des décomposition. C'est marrant, hein? Mais c'est une très bonne adaptation à des sols pauvres. Ce qui fait que finalement, sur ces sols, bien qu'ils soient pauvres, les arbres poussent vraiment. Parce qu'ils court-circuitent la décomposition. Donc les mycorhizes, c'est des champignons qui vont soit aller plus loin avec leurs filaments, chercher de la nourriture pour la plante, soit ils vont carrément avec leurs propres propriétés chercher des ressources que la plante ne peut pas exploiter. Et c'est le cas dans nos forêts avec des litières, des feuilles mortes très accumulées. Ils vont carrément se servir en azote et en phosphate dans les feuilles mortes. Et en revanche, pas en sucre. Ce qui fait qu'eux-mêmes sont liés aux arbres, de même que les arbres leur sont liés. Et ça vous explique que vous ayez tous ces champignons forestiers, bolet, russus, amanite, lactaire, truffes, hein, même si c'est des forêts ouvertes. Qu'est-ce que je peux vous inventer? Des amanites, des girolles, des trompettes de bois qui poussent en forêt. Parce que les arbres ont besoin d'eux, c'est une chose, mais eux-mêmes ont besoin des arbres. Voilà ces champignons forestiers. Alors, encore une image, j'en ai plein encore, hein, on peut passer plusieurs heures de projection. Vous savez, comme les projections de vacances, des images de vacances des années. Voilà, regardez là, c'est carrément la mycorhize et les filaments du champignon qui sortent des mycorhizes sont complètement dans la feuille morte. Ça ne peut pas être autre chose que de l'azote et du phosphate venu de la matière morte. Il n'y a pas un pet de terre. Voilà, s'il y a un caca dans qui arrive, là, mais il n'a même pas été. Bon, bref, il y a des mouvements dans le sol. Les choses bougent. Et pas seulement par l'entraînement gravitaire de l'eau qui passe. Et il faut comprendre que cette vie dans les sols, elle a un intérêt, c'est qu'elle fait des trous. Ces trous s'écroulent lentement, mais sont régulièrement refaits par la vie du sol, qui fait des trous de sa vie à sa mort. Une bactérie qui se déplace, une amide qui se déplace, un acarien qui se déplace, un ver de terre qui se déplace, ça fait des trous. Mais une bactérie qui meurt, une racine qui meurt, un filament qui meurt, ça fait aussi des trous. Et des trous bien faits, avec des parois qui ont été bien tassées, parce que ça a grandi ou ça s'est déplacé en tassant les parois, et ça laisse aussi un peu de matière organique. Il y a la matière organique, du caca d'amide, mucilage de vers de terre, reste de racines mortes. La matière organique, c'est une colle qui colle les morceaux qui fait que ces trous sont stables. Et certains de ces trous, comme les trous de bactéries, pour y trouver ça un peu ridicule, hein, les trous de bactéries, mais ouais, d'accord. Mais c'est plus intéressant parce qu'ils sont petits et retiennent l'eau par capillarité. Donc ça fait des trous de toute taille, des trous d'entrée de l'eau et de l'air, vers de terre, racines mortes, des trous linéaires, des trous. Mais ceux-là ne retiennent pas l'eau. Et puis les petits trous, qui finalement sont ceux qui font que le sol est une éponge retenant de 50 à 400 litres d'eau par mètre carré. C'est important de faire des trous.
C'est un effet du mouvement, mais le bilan, c'est qu'il y a de l'eau et de l'air dans le sol. Alors c'est vrai que les sols forestiers, ben, il y a un peu moins de vie, puisqu'il y a un peu moins de microbes, et donc il y a un peu moins de tout ce qui mange des microbes, donc les trous sont faits plus lentement. Et c'est des sols, vous le savez sans doute, qui redoutent beaucoup de passages des instruments un peu lourds, des instruments de débardage ou d'exploitation du bois, parce qu'ils se décompactent lentement, très lentement, voire sur des décennies. Donc, c'est pas le cas des sols agricoles, ils sont beaucoup plus vivants, parce que la décomposition se fait plus vite, il y a plus de microbes, il y a plus de vers de terre, et ils se trouvent beaucoup plus vite. Le sol forestier, chez nous, enfin, les sols des endroits où on a laissé de la forêt, ils décompactent lentement. Mais c'est la vie qui fait. Alors maintenant, avec ces sols, je vais pouvoir faire deux, trois autres choses. D'abord, je vais pouvoir faire le climat. Vous savez qu'il y a un effet de serre sur Terre. De tout temps, il y a eu des gaz à effet de serre, et ça empêche qu'il fasse moins 50 degrés sur Terre, donc c'est une bonne nouvelle. Ça vient en partie du fait que les sols émettent du CO2. C'est pas les sols, mais les sols font partie de ce qui émet les gaz à effet de serre. Mais, et ça c'est un peu méconnu, il y a aussi des sols qui sont ennoyés, sans oxygène, soit qui soient dans des vallées, sur le Fresnay par exemple, ou encore parce qu'il vient de pleuvoir. Et là vous allez me dire, sans oxygène, on ne peut pas respirer. Et ça c'est important de bien réaliser que vous vivez en surface où il se passe peu de choses, très peu variées. On peut respirer avec des tas de choses que l'oxygène. En surface, c'est pas la peine avec l'oxygène, pardon. Mais on peut, alors par exemple, il y en a qui respirent au fer, d'autres au manganèse. Ça crée des très belles mémorisations. On a fait un podcast avec l'ENF, il va bientôt sortir. Là, on l'a enregistré cette semaine, on parle de la marmorisation des sols. Bon, alors parlez-vous sur le podcast ENF, quand il va sortir, ça c'est un truc assez extraordinaire. Il y a des sols qui ressemblent à du marbre parce qu'il y a des bactéries qui respirent au fer. C'est une histoire de détail, j'en connais d'autres qui respirent au sulfate, on s'en fiche. J'en connais qui respirent au CO2, mais alors vous les connaissez aussi. Ils prennent le CO2 pour respirer, vous les connaissez bien, n'est-ce pas? Bah oui, c'est les bactéries qui sont dans les méthaniseurs. Et oui, comment il se fait le méthane dans les méthaniseurs? On met de la matière organique à l'abri de l'air, comment ça se fait? C'est ça. Il y a du CO2, ça respire avec le CO2, ça donne du méthane comme déchet. Donc vous connaissez très bien ces bactéries, sauf que vous n'avez pas réalisé que la méthanisation c'était un truc de bactéries. Et je crois que encore que vous fassiez un petit chemin de Damas pour comprendre que tout ce qui se passe autour de vous, c'est des microbes en fait. Et surtout quand ça se passe bien. Bon, et ça fait du méthane. Et puis j'en ai même qui utilisent le nitrate. Ça donne du protoxyde d'azote. Tout ça, c'est des gaz à effet de serre, respectivement 25 et 230 fois plus efficaces que le CO2 pour ces deux-là, qui est de l'eau ou pas dans le sol, et d'oxygène ou pas, le sol produit des gaz à effet de serre, et ça rend la Terre vivable. Alors, est-ce que je peux rajouter l'homme maintenant? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, une des choses que va faire l'homme sur des grandes surfaces, c'est de labourer. Quand vous labourez, vous oxygénez le sol, même si c'est des trous assez grossiers qui s'effondrent et qui vous obligent à relabourer l'année suivante. Quand vous amenez de l'oxygène, la respiration se fait plus vite, donc vos sols sont moins noirs parce qu'il y a moins de matière organique, et ils ont relâché plus vite du CO2. En fait, quand vous labourez, vous aidez la respiration, vous faites du CO2, vous faites de l'effet de serre. Et d'ailleurs, l'homme a émis le tiers de ses émissions de CO2 depuis 8-10 000 ans par le labour. Alors au début, c'était une émission progressive, pas énorme, qui a juste bloqué un refroidissement climatique annoncé. Donc les 8000 premières années, c'était génial. Dans les 7 dernières années, on a rajouté le combustible fossile, et d'ailleurs grâce à eux, on a labouré plus. Donc là, on a basculé dans la catastrophe. Ça va? Eh non, ça va pas. Parce qu'en fait, vous venez d'utiliser le sol pour faire de l'effet de serre, alors qu'en fait, le sol devrait être une façon de lutter contre l'effet de serre. Vous voulez vous en convaincre? Eh bien, vous devez connaître, ou avoir entendu parler du 4 pour 1000, mais si vous l'avez pas entendu, ben, il serait temps de se dire que c'est une solution plus efficace que de planter des forêts pour lutter contre le changement climatique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planter des forêts. Ça veut juste dire qu'on a un bras de levier. Et d'ailleurs, en fait, quand on plante des forêts, on utilise un peu ce bras de levier. Considérez plutôt les choses. Ça vient d'un calcul simple. Si chaque année on augmente de 0,4%, soit 4 pour 1000 la teneur en matière organique, c'est-à-dire morte, de tous les sols de la Terre entière, eh bien, on compense les émissions de CO2 de l'année courante parce qu'on a immobilisé du carbone dans le sol, et ce carbone, il n'est pas sous forme de CO2 dans le sol.
Alors entendez-vous, c'est un calcul pour fixer l'ordre de grandeur, mais on n'aura jamais assez de matière organique pour faire ça sur tout le globe. Puis il y a des sols où ça ne marche pas. Un sol sableux, de toute façon, c'est respiré tout de suite. Donc c'est pas bloqué pour longtemps. Vous voyez, tout ça repose sur des sols où ça va mettre entre 100 et 10 000 ans à être respiré. Ça va? Bon. Mais il n'en reste pas moins que c'est un levier qu'on doit utiliser autant qu'on le peut. Et d'ailleurs, en forêt, il est déjà utilisé. Quand on vous dit qu'une forêt stocke du carbone, réalisez les choses. Une partie du carbone est stockée là, non seulement parce qu'il y a de la vie, des racines, mais aussi parce qu'il y a de la matière morte. Et on vous l'a dit, dans nos forêts tempérées, la matière organique se décompose lentement. Donc c'est du stockage de carbone, ça. Ça va? Alors regardez les chiffres. En forêt tropicale, on n'a que 32% du stock de carbone qui se trouve dans le sol. La plupart se trouve dans la partie aérienne. Alors, le total ne fait pas 100 parce que il y a aussi les parties vivantes de l'arbre qui sont sous terre, qui ne sont pas montées. Là, c'est la biomasse aérienne vivante versus le carbone qui est dans le sol lui-même. En forêt boréale, par contre, et les forêts tempérées sont intermédiaires, ben là, le stockage il est surtout dans le sol. Pourquoi? Parce que dans ces forêts-là, je vous dis, ça se décompose mal. Vous allez dire, mais pourquoi ça se décompose mal? Ben, pour plusieurs raisons, mais il y a une des raisons qui est que quand ça meurt, une mycorhize, les composés phénoliques, les tanins de la racine, s'associent étroitement à la chitine, c'est-à-dire aux molécules d'emballage du champignon, pour faire un complexe chimique super dur à bouffer. Donc le reste de mycorhize, c'est jusqu'à 70% du carbone stocké dans les sols des forêts tempérées et boréales. On commence à aimer les mycorhizes, parce que ça fait du carbone stable. Donc il y a non seulement le fait qu'effectivement les feuilles qui tombent et tout ça, ça se recycle lentement, mais surtout, les racines mortes, c'est souvent des mycorhizes, et ça, c'est imbouffable. Et ça devient du stock de carbone. Donc, même quand vous plantez une forêt, vous agissez sur ce 4 pour 1000. Et ce qu'on voudrait aujourd'hui, mais je ne vais pas vous saouler parce que vous êtes orienté forêt aujourd'hui, c'est qu'on fasse aussi du 4 pour 1000 dans les champs. En agriculture. Bon. Allez, je fais une deuxième et dernière chose. Je vais faire le cycle de l'eau. Fermez les yeux un instant, imaginez, il pleut dans le désert, ça n'arrive pas souvent, mais voilà, quand il pleut, qu'est-ce qui se passe? Sur les reliefs, tous les fragments sont arrachés, ils arrivent dans la plaine, il y a une espèce de truc caillouteux, vous avez une espèce d'inondation qui dure 20 minutes, cette inondation charrie des trucs, il n'y a pas de lit permanent, vous pouvez ouvrir les yeux, l'eau est partie, ça y est. Il n'y a que 20% de l'eau qui tombe, qui a le temps de s'évaporer tellement tout s'en va. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Quand il pleut sur les troncs qu'on a fait ensemble. Vous vous en souvenez, on a fait des troncs. Oui. Et l'eau rentre par les plus gros, est revenue par les plus petits, et s'évapore. Par le biais des plantes, qui la prélèvent et qui montent la sève et qui l'évaporent dans les feuilles. C'est d'ailleurs à cause de cette évaporation qui fait frais en forêt ou sous un arbre en été. C'est énorme d'ailleurs les besoins en eau d'une forêt. Regardez, pour une forêt de nourrition, 1 hectare de forêt demande 30 tonnes d'eau par jour. Alors ça paraît énorme, mais en fait, il y a un truc, c'est que les gens se rendent absolument. C'est comme quand on dit dans un gramme de sol, il y a 1000 espèces de champignons. C'est juste qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte des échelles. Moi-même, d'ailleurs, quand j'ai vu ça pour un temps, mes yeux me sont tombés des orbites. Et après les avoir remplacés, j'ai un peu réfléchi et j'ai fait le calcul différemment. En fait, ça fait une lame de pluie de 3 mm sur 1 hectare. Donc en gros, pour une forêt, il faut 3 mm de pluie par jour, fois 200 jours de végétation, parce qu'en hiver, il n'y a pas de sève qui circule, ça fait 600 mm. Regardez la carte de France, en dessous de 600 mm, il n'y a pas de forêt, au-dessus de 600 mm, il y a des forêts. D'accord? Mais ça représente énormément d'eau, ça fait que 60 à 80% de l'eau s'évapore chez nous. C'est donc le contraire du désert, alors que c'est tout à fait contre-intuitif. On se dirait que dans le désert, il faut plus l'eau va surtout s'évaporer, maintenant elle n'a pas le temps, elle dévale la pente. Chez nous, elle attend paisiblement dans le sol que les racines évaporent, et donc on renverse la proportion d'évaporation. Et donc, cette eau qui s'évapore, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est dans le ciel? Elle retombe un peu plus loin. Et donc il y a des rivières atmosphériques qui se forment le long des grandes circulations atmosphériques, où l'eau tombe, repart dans l'air, tombe, repart dans l'air, tombe, repart dans l'air. 70% de l'eau qui tombe en France vient, c'est d'au moins évaporé une fois par an. Et pourtant, nous, on est près de l'Atlantique. Qu'est-ce qu'elle fait à Moscou? On s'en modeste.
chaotique. Une partie de l'eau finit par ruisseler hors du sol vers des nappes ou vers des rivières qui sont approvisionnées en permanence, mais qui ne débordent pas parce que le sol fait stockage transitoire lorsqu'il pleut. Alors, tout au moins, hein, s'il pleut assez souvent et s'il pleut pas trop quand il pleut, hein, évidemment, mais à la base, c'est ce qui fait des rivières terrestres aussi. Les rivières terrestres et les rivières atmosphériques sont des constructions du sol aidées, il est vrai, par la plante, mais sans sol, pas de plante. Bien, et d'ailleurs, quand on reconstruit le sol, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc qu'il faudrait expliquer au maire de Cannes, hein, qui a eu une grande inondation il y a 1 an et demi, qui nous a expliqué que c'était parce que Météo France ne l'avait pas bien prévu. Bon, il aurait eu dans l'os aussi, sinon. Hein. L'aménagement de la ville de Cannes, c'est pas. Enfin, les voir, hein, c'est vraiment fait pour qu'il n'y ait pas de sol, donc pas cette grande fonction du sol qui est de pouvoir les excéder et de les garder éventuellement pour la saison sèche. Ça va? Ça me fait penser que finalement la forêt, elle a plein d'autres fonctions. Et si vous y réfléchissez, une partie de ces fonctions sont des fonctions liées au sol. Bon, voilà les fonctions chiffrées par le Conseil d'analyse économique en France, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, c'est cette année. Ça, c'est ce qu'on produit en forêt, en milliards d'euros. Ça, c'est la séquestration du carbone, c'est une évaluation de ce que ça représente comme somme. Ça, c'est la régulation des crues, ça, c'est le maintien des espèces et des habitats. Et la purification de l'eau, ah oui, parce que je n'ai pas dit, mais cette eau, quand elle ressort du sol, elle est nettoyée par la vie du sol. Ça fait aussi la qualité de l'eau, hein, le sol. Vous disiez, bah, tout ça, là, ça fait déjà plus de 3 milliards. Et puis un truc, que c'est tous les services récréatifs. Alors là, il n'y a pas que les sols, parce que les gens en forêt, ce qu'ils amusent, c'est pas forcément de faire des trous dans le sol et de regarder à la loupe le niveau du sol. Mais enfin, quand ils ramassent des champignons, ça sort du sol quand même. Hein. Donc ça, c'est les services récréatifs depuis la chasse jusqu'aux aspects culturels, aux agrobranches. Bon, en gros, c'est un tiers pour chaque fois. Sachant que le plus petit tiers, c'est le bois produit. Et le sol est derrière cette fonction. Bon, alors brièvement, rendons-nous honneur au sol dans la façon dont nous gérons nos écosystèmes forestiers. En forêt plutôt, en agriculture c'est plus chaud. Il y a une pratique qui est démoniaque, c'est le labour. On l'a déjà dit, le labour, il aide à produire des gaz à effet de serre, mais il a aussi un autre défaut, c'est qu'il tue. D'ailleurs, il désherbe. Et alors là, vous voyez que les animaux qui sont en train de passer un moment, parce qu'il y a ceux qui se font manger et ceux qui sèchent après le labour. Mais si ça désherbe, si ça tue les plantes en arrachant les racines, qu'est-ce que ça fait pour un champignon? Fait de filaments délicats. Enfin, c'est simple. Quand il y a labour, il y a des espèces qui n'arrivent même plus à s'installer. En revanche, comme vous aérez violemment ou moins transitoirement, et que vous avez moins de champignons, vous avez plus de bactéries. Vous avez des espèces de bactéries qui apparaissent dans le sol labouré et qui ne seraient pas là sinon. Et si vous faites un total en nombre d'espèces, vous allez me dire, bah Marc-André, peut-être que tu aimes bien les champignons parce que toi, c'est un problème que tu as depuis l'enfance, mais au-delà des problèmes psychologiques avec la biodiversité, il y a autant d'espèces. Je vous ai dit, on s'en fout des espèces, on s'en fout. S'il y a moins de champignons, qui va décomposer les lignes? S'il y a moins de champignons, qui va faire les mycorhizes? Ce qui compte, c'est la diversité fonctionnelle. Or, quand la diversité des espèces, la diversité taxonomique change, ben les fonctions ne sont plus les mêmes. Et ces bactéries, ben, celles qui respirent et qui font que dans les sols agricoles, comme ils sont labourés, il y a moins de matière organique puisqu'ils respirent plus vite. Les teneurs en matière organique sont très faibles dans le bassin aquitain, sauf la forêt des Landes, ou dans le bassin parisien, sauf la forêt de Fontainebleau et la forêt de Chantilly. On voit les forêts sur cette carte, on voit les grandes forêts rhénanes d'ailleurs. Et oui, et il y a un autre problème, c'est que quand il n'y a plus de matière organique, allez, je vous le fais, je vous ai amené un morceau de matière organique. Alors, c'est pas la matière organique du sol, mais c'est la même propriété. D'abord, ça retient l'eau, vous pouvez toucher à ça. Et deuxièmement, c'est extrêmement collant. C'est très très difficile. Voilà. Ça, c'est une rivière, elle vous choque cette rivière, c'est un ruisseau. Ça va? Il n'est pas normal. Ça, c'est normal. Ça, c'est une rivière en forêt. C'est quoi la différence? La quantité de sol qui passe dans l'eau. Là, vous êtes dans une zone où il y a du labour. Le sol part en quête. Il s'érode 10 à 20 fois plus vite que s'il n'est pas avec l'eau. Pourquoi? Parce que vous avez moins de matière organique. Ça ne colle plus. Le morceau de sol ne colle plus. En plus, vous n'avez pas de couvert végétal, puisque vous venez de labourer. Vous avez une érosion 10 à 20 fois accrue par rapport à ce qui se passerait
s'il n'y avait pas de labour et un couvert permanent, la forêt. Alors, nos ancêtres, ils avaient plein de raisons de labourer. Et à court terme, c'est rentable. Sauf que petit à petit, vous abîmez les sols, et en fait, si vous produisez plus en labourant au début, c'est que vous transformez votre capital en rente. C'est-à-dire vous abîmez le sol d'une façon qui fait que ça pousse mieux transitoirement, mais votre sol, il est moins capable de faire pousser. Et aujourd'hui, il y a des tas de gens qui sont confrontés à ça, c'est-à-dire des sols moins fertiles, des sols sans matière organique. Alors ça, c'est pas bon ni pour retenir l'eau, ni pour le climat, mais surtout, c'est pas bon pour retenir le sol et il s'érode plus. Alors il y a plein d'agriculteurs aujourd'hui qui labourent plus, je ne vais pas faire de photos, mais vous comprenez bien que ça, c'est une problématique agricole là. Mais non, parce que il y a des régions où on régénère la forêt, comme on dit, en labourant. Alors évidemment, on ne laboure pas tous les ans, donc c'est moins pire, mais ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et de toute façon, ça, c'est aussi le parallèle avec la coupe à blanc. Et la coupe à blanc, c'est pas bon non plus, parce que ça veut dire qu'il y a un moment où il n'y a plus beaucoup d'arbres pour nourrir les microbes du sol, notamment les champignons mycorhiziens. Donc, même si ça impacte moins la foresterie que l'agriculture, le labour et les moments où le sol n'est pas couvert de vie doivent être limités. D'ailleurs, regardez ces images. On fait pousser des jeunes, on fait germer des jeunes chênes rouges, ça se passe en Amérique. En absence d'adultes ou avec adultes. Là, ce qu'on voit, c'est que quand il y a des adultes, ils font beaucoup plus de mycorhizes. Le pourcentage de racines présentant en mycorhization par champignon est plus élevé. Ce qu'on appelle un effet pouponnière. Et quand vous regardez les teneurs en azote ou en phosphore, c'est Noël. Ça veut dire qu'une bonne façon de régénérer la forêt, c'est en présence de quelques grands arbres. Et c'est de ne pas faire une coupe à blanc. La coupe à blanc, c'est techniquement facile pour la récolte, mais ça n'améliore pas les sols et ça augmente les temps de refroidissement. Je ne vais pas être très loin là-dessus, mais l'autre chose qu'on fait mal avec les sols, au-delà du labour et du fait de les cellules, qui sont deux choses qui s'additionnent, ce sont les pesticides. J'ai juste ici quelques chiffres, quelques diagrammes pour montrer l'effet sur les œufs de lombric du glyphosate. Sachant que pour les adultes, ils meurent tout de suite. Mais vous voyez qu'il y a même des œufs qui meurent. Voilà. Le glyphosate sur les champignons qui font des mycorhizes, c'est pas bon non plus. C'est pas bon du tout. Vous voyez que les spores de champignons passent de 75% de spores viables à 10%. Donc ça veut dire que, d'une façon générale, il y a tout un tas de molécules qui finissent dans le sol, qui ne sont pas forcément bonnes pour la vie du sol, et donc pour ses fonctions. Alors tuer les mycorhizes, c'est un petit peu grave, parce qu'en fait, les mycorhizes, elles ont un rôle sanitaire en plus. Je vous montre ça. J'ai ici des petits caliciparis qui ont été élevés avec, en bleu, ou sans globulomycète, en rouge. C'est bon? Et on va les soumettre au temps zéro à une attaque d'un champignon parasite des racines. Bah, vous voyez que pour ceux qui sont de mycorhizes, il y a 5% de morts. Pour ceux qui ne sont pas mycorhiziens, il y a 5% de survie. En fait, les mycorhizes sont une façon de se protéger des maladies du sol et aussi des toxiques du sol. Beaucoup de plantes qui tolèrent, et beaucoup d'arbres qui tolèrent le calcium, le calcaire, ne le tolèrent que grâce à leurs champignons. Regardez. Là, c'est des eucalyptus avec ou sans calcium, mais toujours mycorhizés. L'eucalyptus, il s'en fiche, il pousse même sur le sol calcaire. En fait, il pousse un peu moins bien. Maintenant, là, on a des plants non mycorhizés. Alors, on les a bien arrosés avec des engrais pour qu'ils poussent quand même, et on voit très bien que quand il n'y a pas de calcium, bah, ils poussent 2 fois moins quand ils ne sont pas mycorhizés que quand ils sont mycorhizés. Mais quand il y a du calcium, qui est quelque chose qui est toxique pour les plantes, eh bien ils poussent 10 fois moins quand il n'y a pas de mycorhize que quand il y a de mycorhize. En fait, ils ne poussent pas. Et qui est-ce qui protège le champignon contre le calcium? Eh bien, ce sont les champignons qui protègent l'eucalyptus contre le calcium. C'est les champignons qui notamment piègent le calcium sous forme de cristaux d'oxalate de calcium sur les filaments. Et du coup, le calcium ne peut pas rentrer dans la plante. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas d'effets phytosanitaires qu'on perd quand on n'a pas quelque chose qui inocule les champignons et qu'on a des traitements. J'ai pris le glyphosate à dessin parce qu'il est utilisé dans certaines formes de foresterie, au moins par la prise de la forêt, pour éliminer les mauvaises herbes. Sauf que, bon, finalement, il diminue la protection des plantes et quelque part, on voudrait que demain, on ait des formes de foresterie qui utilisent au maximum les ressources du sol, qu'elles soient liées à la fertilité ou à l'alimentation de la plante, comme on le voit là, a un effet phytosanitaire. Bref, il y avait quand même plein de bonnes nouvelles, même si on ne fait pas toujours les gestes qu'il faut pour les utiliser. Et c'est ce que je voulais vous dire,
Et si vous, ce que vous aimez, c'est ça, ben, je suis désolé, malheureusement, même si je vous ai fabuleusement emmerdé avec mon histoire de sol, vous ne pouvez pas faire l'économie d'entretenir les coulisses. Si vous aimez ça, il faut du sol derrière, et notamment en forêt. C'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, monsieur Steffus? Parce qu'après, on en aura pour vous. Mais est-ce que vous, déjà, vous en avez posé?